Au tout début, c'était donc les Ghost Smashers, et c'était des personnages qui voyageaient dans le temps et dans l'espace, et avec leur baguette magique, comme chasseurs de fantômes. Donc ils s'affrontent avec d'énormes fantômes, et dans l'homme marshmallow, qu'on verra plus tard. Et donc pour Aykroyd, et bien qu'il est vraiment quelqu'un de, comment dire, obsédé par le paranormal, enfin pas qu'obsédé, mais plutôt fasciné par le paranormal. Et il n'y a pas que son inspiration personnelle, il y a des films qui précèdent, qui ont vraiment créé comme cette base, on va dire, d'imagerie, de concept. Donc il y a les Bowery Boys, c'est des vieux films des années 30, où il y a une première, on va dire, ébauche de cette comédie paranormale, si on peut l'appeler comme ça. Et ensuite, il y a le court-métrage de Mickey Mouse, Lonesome Ghosts, qui traduirait quelque chose comme les fantômes, les revenants et solitaires, voilà. Dans lequel d'ailleurs apparaît pour la première fois la phrase « I ain't afraid of no ghost », qui se retrouve par la suite sur le clip vidéo de Ray Parker Jr. Donc voilà, Ray Parker Jr. Alors, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose à dire, et quelque chose qui revient souvent dans le cinéma, c'est ce problème lié au droit d'auteur, au plagiat, à la copie. Et notamment Ray Parker Jr., il a eu un procès, enfin pas lui, mais Columbia a eu un procès, parce qu'il y a une chanson, la chanson qu'il a fait, la Ghostbusters, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la chanson et I Want a New Drug de Huey Lewis and the News. Je ne sais pas si vous l'avez entendu les deux. Donc on va l'écouter, vous allez voir qu'il y a quand même un problème. Donc ça c'est la version Ghostbusters, tout le monde la reconnaît. Et maintenant, Huey Lewis. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, c'est un peu la même chose. Donc voilà, on passe au concept. C'était pour couper un peu, mais... Donc Tom Enriquez, en fait, est un des dessinateurs des personnages de Ghostbusters, enfin, Ivan Reitman, et il a été aussi le producteur du film Metal Hurlant, enfin Heavy Metal. Et donc c'est pour ça qu'il avait un contact très proche avec des dessinateurs comme Tom Enriquez. Donc là on peut voir trois concepts art bon, il y a Slimer déjà, puis le Marshmallow Man, et puis un des chiens de l'enfer. Ensuite, il a eu d'autres collaborations, comme c'est Bernie Wrightson. Donc là, on peut voir la transformation d'un des fantômes que vous allez voir dans le film. Et une première ébauche du chien de l'enfer. Donc Bernie Windsor, pour ceux qui connaissent un peu la BD, c'est rien d'autre que l'auteur de Swamp Thing, donc un personnage et dont on a fait quelques films de série B. Enfin, moi je l'aime bien, Swamp Thing. La créature, voilà. Et ensuite, un autre très très grand dessinateur, Tanino Liberatore, que pareil pour ceux qui connaissent un peu la BD, et l'auteur, enfin en collaboration bien sûr, de Ran Xerox. Donc si ça vous intéresse un peu la BD, je vous conseille ça vraiment vraiment beaucoup. C'est un androïde qui habite dans un monde post-apocalypse futuriste et il se passe des trucs vraiment, vraiment pas mal. Bon. Et puis la Cadillac Miller, enfin Cadillac qui comment dire, ouais, tout à fait. Et donc elle était dès le départ dans les scénarios de Aykroyd.
Et même si bon, le scénario il a dû être réécrit au moins 3 fois, en fait, avec Rudy, il voyait ça comme vraiment les smashers, les ghost smashers, donc habitant dans le futur et faisant partie d'une espèce de ligue des chasseurs de fantômes. Mais bon, Reitman lui a dit non, c'est trop cher, c'est pas possible, enfin pas faire ça, ça coûte 300 millions de dollars au moins de l'époque, qui veut dire avec là. Et les changements économiques aujourd'hui, ça serait quelque chose comme 1 million de dollars, quoi, à peu près 1 milliard. Donc au tout début, le corbillard était noir, parce que ça va avec les personnages. Mais en fait, comme il y a plein de, des prises de nuit, ils se sont dit que c'était peut-être mieux d'en mettre en blanc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ensuite, il y a eu tout ce qu'est le design des objets, dont notamment le pack de fusils à protons. Et puis tout ce qui est les décors de la Cadillac. Donc par rapport à PAC, il faut quand même dire que les premiers modèles, ils faisaient quelque chose comme 25 kilos. Donc ils portaient ça tout le temps, 25 kilos. Ce qui n'est pas donné, donc ils se plaignaient tout le temps, les comédiens, ils n'arrêtaient pas de râler. Et le deuxième modèle, il pesait 23 kilos. Donc voilà, ça ne s'est pas arrêté. Ils ont créé aussi des modèles en mousse, justement pour tout ce qui est les cascades, pour pouvoir se jeter, enfin bon, faire tout ce qui devait être fait. Donc, on va parler maintenant du casting. Donc le casting tel qu'il a été dans le film. Mais ça n'a pas commencé pas du tout comme ça. En fait, quand ils étaient en train d'écrire le scénario, John Belushi est mort et donc du coup il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer. John Belushi qui allait jouer le rôle du professeur Venkman. Donc pour expliquer un peu, ils ont proposé ce rôle à plein de comédiens. Donc Bill Murray qui a remplacé John Belushi. Et voilà tous les comédiens qui ont passé par ce rôle, donc notamment Michael Keaton, à qui on a aussi proposé le rôle de Egon. Donc il a refusé. Il a fait l'année d'après Johnny Dangerously, enfin je ne sais pas comment c'est le nom en français. Steven Guttenberg aussi, il était présenté pour faire Venkman, mais il a fait Police Academy. Donc, et puis ensuite Chevy Chase, je ne sais pas si vous connaissez ce comédien, il a fait énormément de films à cette période-là, les années 80. Et lui, il a fait l'année d'après Fletch. Donc pareil, tous des succès. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, Bill Murray, une fois qu'il a vu qu'aucun comédien voulait le rôle ou pouvait le prendre, donc il a dit ok, moi je le fais. Par contre, moi je veux en contrepartie faire le remake de ce film. Et Au fil du rasoir, c'est un film dramatique qui a été fait la même année que Ghostbusters. Donc c'était sa condition et Columbia l'a suivi dedans. Tout ça pour savoir que c'est des arrangements qu'ils font entre eux. Mais lui, il était en position de force, il pouvait demander, il allait recevoir. Donc pour le rôle de... Louis Tooley, donc ils avaient présenté John Candy. John Candy, il a fait pareil d'autres personnages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui dans Spaceballs, il fait le chien. Donc Spaceballs. Et John Candy, quand on lui a proposé le rôle, il a commencé à préparer quelque chose, mais dans une direction que Ivan Reitman ne s'attendait pas du tout. Donc il a composé un personnage dans lequel, qui était très très sérieux, très très raffiné, avec des chiens schnauzer et avec un très fort accent allemand. Donc Ivan Reitman lui a dit non mais c'est pas du tout ça qu'on veut. Et du coup ils ont laissé tomber John Candy, qui se sont approchés de Rick Moranis pour avoir un rôle plutôt comme un geek, un gros geek, un nerd plutôt. Ce que Rick Moranis n'a pas trop de mal à jouer. Et ensuite, le rôle de Winston. Donc ils avaient tout d'abord proposé à Eddie Murphy de faire le rôle. Sauf que Eddie Murphy, il a fait plutôt un flic à Beverly Hills,
qui est devenu il a dépassé en succès Ghostbusters cette année-là. Et donc ils ont donné le rôle à Ernie Hudson, qui au tout début devait avoir, jouait beaucoup plus dans le film, mais qui par la suite, à cause de problèmes liés à la production, il a été délaissé jusqu'à avoir un petit... c'est quand même important le rôle de Winston, mais il n'est pas aussi important que ce qui était prévu. Donc, quelques anecdotes par rapport au tournage. Donc il faut savoir que Ghostbusters, c'est un film qui a vraiment utilisé tout New York pour être réalisé. Et qu'il y a énormément de plans qui ne sont pas du tout, prévus. Ils ont improvisé énormément dans tout ce qui est les dialogues de notamment Venkman. Et ensuite, il y a des plans pour lesquels ils n'ont même pas demandé la permission. Donc ils sont juste partis comme ça, à courir avec des caméras. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le film, on voit l'étonnement des gens. Les gens, ils ne sont pas du tout prêts à voir des gens courir avec des machines qui jettent. Vous allez le voir. Donc, d'autres anecdotes par rapport à Ghostbusters, dans le commercial que vous allez voir dans le film, il y a marqué ce numéro, qui est un vrai numéro de téléphone, qui a vraiment marché pendant quelque chose comme 2 mois après la sortie du film. Et les gens, ils appelaient un ratio de 1000 appels par heure, 24 heures sur 24, pendant 6 semaines, juste pour entendre Venkman et Ray leur dire qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient en train de chasser des fantômes. Mais bon, ça, on va dire, c'est un des premiers tests, essais de ce qu'est le transmédia, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le transmédia, donc pouvoir entrer dans l'histoire par une porte différente que celle du cinéma. Donc parlons un peu maintenant des décors, des costumes, donc on peut le voir là, le Marshmallow Man, très très beau le Marshmallow Man. Bon, ils ont fait 3 costumes de Marshmallow Man, chaque costume coûtait $20 000 et ils les ont tous cramés. Et ouais, c'est comme ça. Mais après on peut voir la dimension du tournage, c'était quelque chose de quand même énorme. À savoir que les premières images du Marshmallow Man, elles devaient se faire à côté de la Statue de la Liberté pour avoir une comparaison de taille, pour avoir une échelle, mais ça coûtait trop cher, c'était un plan trop compliqué de faire, donc ils ont laissé tomber. Et ensuite, on va parler de notre cher ami Slimer. Donc Slimer, voilà, c'est les premiers sketchs de Slimer. Donc Slimer s'appelait plutôt l'homme à la tête d'oignon. Et donc on peut voir comment, à gauche, qu'il y a quand même une tête un peu bizarre. Et petit à petit, il a évolué dans le joli personnage que nous avons eu. Donc Slimer, au tout début, était une espèce de nuage puant qui bougeait. Donc, et ils ont commencé à l'appeler le puant aussi. Donc petit à petit, c'est devenu le Slimer comme on le connaît. Un truc vert gluant, mais gentil quand même. Donc là, c'est un des prix du storyboard, des premiers storyboards de Ghostbusters, à savoir que, bon, comme vous pouvez voir, et ils ont des casques, mais c'est pour la première fois qu'on voit Slimer avec sa vraie tête. Et une fois qu'il a été décidé de le faire, donc ils ont commencé à vraiment le dessiner. Rodriguez l'a dessiné d'ailleurs. Et pour faire Slimer, ils ont utilisé plusieurs techniques. Il n'y a pas que juste... parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de doutes par rapport à utiliser des marionnettes, utiliser du stop motion, ou faire un personnage déguisé, quoi, avec un costume. Donc ils ont décidé de faire presque tout en même temps, des 3 techniques. Donc ils ont créé 3 têtes de Slimer différentes, chacune qui montre une sorte d'émotions différentes. Et toutes les têtes, en fait, elles sont pilotées en même temps par quelqu'un qui les porte, qu'on
costume. En même temps, vous avez les marionnettistes qui jouent, et tout ça est tourné sur un fond, bon à l'époque c'était un fond noir, mais c'est un fond bleu aujourd'hui, enfin. Et ce tournage, après, il était incrusté, enfin placé sur on va dire l'image tournée, enfin, comme on va le voir dans les couloirs ou là où il se trouvait Slimer. Donc juste pour vous montrer d'autres images. Donc il y a un opérateur, enfin il y a au moins une quinzaine de personnes qui contrôlent, qui pilotent Slimer. Donc il y a l'opérateur qui a le costume jusqu'au buste. Il a les jambes cachées avec un tissu. Après, il y a deux autres opérateurs qui vont bouger les bras en même temps, enfin, qui vont accompagner le mouvement parce que la personne qui tient qui porte le costume, elle utilise les bras. Et puis ensuite, il y a toute la partie des marionnettes qui contrôlent les expressions faciales du personnage. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la 3D qui fait des merveilles, enfin, fait des choses très très belles, mais à l'époque, on trouvait quand même des solutions qui marchaient très bien. Et ça vaut la peine de comprendre comment ça marchait. Voilà, pareil, ils avaient créé comme une espèce de petit chariot pour justement faire voler Slimer, en même temps qu'il faisait bouger les bras à droite à gauche, en même temps qu'on pilotait avec des marionnettes, enfin avec des contrôles de marionnettes, le visage. Voilà, on comprend un peu mieux là. Enfin, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Enfin, il y a quelqu'un à l'intérieur de la houche. Enfin, et puis avec ses mains, bon, bah, il va vraiment manipuler les mains, enfin, de Slimer. Donc c'est une scène dans laquelle Slimer il mange. Enfin, donc on peut voir que tous les marionnettistes sont des vicieurs, histoire de se protéger des jets de nourriture. Voilà, Slimer qui boit. Donc en fait, il y a eu un problème avec la version qu'ils avaient fait de luxe et le DVD, enfin le disque DVD à l'époque. Enfin, avant le DVD, on avait des disques qui faisaient cette taille. C'était les premiers disques laser DVD, quoi. Et donc, ils ne maîtrisaient pas correctement l'étalonnage. Et malheureusement, on pouvait tout voir des incrustations. Et voilà, je vous laisse maintenant avec Ghostbusters.